Diasporama, le podcast des jeunes de la diaspora congolaise, présenté par Célémanie. Je m'appelle Célémanie, j'ai 23 ans. Je suis un pur sirop de liège, 100% congolaise et 100% liégeoise. Aujourd'hui, afroféminisme. À l'ère des réseaux sociaux, la parole aux minorités a le vent en poupe depuis quelques années. Et j'ai envie de dire enfin, le féminisme et je dirais même l'afroféminisme n'échappe pas à cette tendance. Mais justement, ce militantisme est-il une mode ou un vrai cri d'alarme ? Et puis, peut-on parler d'afroféminisme en Belgique ? Dois-je te qualifier d'afroféministe ou de féministe ? Aurélie ? Alors, je suis une féministe, ça c'est une certitude. Pour moi, en fait, toutes les femmes sont à défendre. Il y a des oppressions qui s'appliquent à toutes, que je réfute et par rapport auxquelles je me bats. Plus spécifiquement, oui, je préfère qu'on me qualifie d'afroféministe parce que j'ai vraiment une connaissance et une volonté, en fait, de déconstruire les oppressions qui s'appliquent sur les femmes noires, ce qu'on appelle la misogynie noire en particulier, parce que je me rends compte qu'en fait, toutes les problématiques qui sont en lien avec nos origines sont pas toujours prises en considération par des féministes blanches, entre guillemets, ou des féministes universalistes, ou je sais pas très bien comment est-ce qu'elles veulent qu'on les appelle. J'ai par exemple le souvenir que l'an dernier, pour l'indépendance de la RDC, des activités avaient eu lieu du côté de la porte de Namur à Bruxelles. Et c'était en même temps qu'une assemblée générale d'un collectif féministe dans lequel je milite. L'assemblée générale durait 5 heures au total, de 13 à 18, et j'ai voulu partir pendant 2 heures pour participer aux ateliers sur la RDC, parce que je peux pas choisir entre mon identité congolaise et mon identité de femme. Voilà, j'ai coupé la poire en deux, et au moment où je partais, l'une d'elles m'a demandé où est-ce que j'allais, et je lui ai expliqué que je partais donc à des commémorations concernant la fête de l'indépendance, et elle m'a vraiment toisé de bas en haut en me disant « Eh ben super, on allumera une bougie alors ». J'avais pas très bien compris enfin voilà, je comprenais pas du tout le délire parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, je peux pas choisir entre une identité ou l'autre. Et puis par la suite, j'ai appris qu'en fait, pas mal de féministes considéraient que les féministes qui revendiquaient une identité culturelle desservait la lutte en fait, que pour certaines on divise nos forces, que le plus important c'est la lutte pour notre genre et pas une lutte pour le genre, pour la culture, pour ceci et pour cela. Je pense qu'elles sont pas prêtes toutes à reconnaître leur privilège, qui est celui d'avoir la bonne couleur, de grandir dans un pays qui est fait pour elles, qui a été créé pour elles, pensé pour elles, et que nos revendications, mine de rien, les menacent quelque part. Donc bon, c'est dur de le dire directement comme ça, mais c'est quelque chose par rapport auquel je peux pas m'empêcher de me battre. Donc voilà, je suis féministe, certes, mais afroféministe parce que ce qu'on vit ne peut pas être invisibilisé et doit aussi être défendu. Un moment, tu as parlé de plein d'oppressions qui régit en toi. Est-ce que tu saurais nous donner un mot et après nous expliquer? C'est un peu un mot qu'on entend depuis assez longtemps. Clairement, vous l'entendez, je l'ai dit, je suis une femme. Je participe à ce podcast parce que je suis d'origine congolaise, donc je suis noire. Voilà, c'est deux oppressions qui se cumulent et par rapport auxquelles je peux pas dissocier, en fait. Je peux pas uniquement me concentrer sur l'oppression sexiste qui s'abat sur moi et je peux pas non plus dissocier l'oppression raciste. Cette imbrication de deux oppressions et de ma position un peu double, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Je le répète un peu plus lentement peut-être. Intersectionnalité. Quand on parle d'intersectionnalité, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'oppression raciste s'ajoute à l'oppression sexiste et en fait il y a une sorte de combo qui fait que voilà, on est soumise à des difficultés particulières, surtout l'invisibilisation par exemple, mais c'est pas la seule problématique face auquel les femmes noires sont confrontées. Le plagiat, l'invisibilisation, la confiscation de la parole des femmes noires est vraiment un phénomène qui est extrêmement répandu, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, peu importe les pays. J'en ai moi-même fait les frais. Donc voilà, c'est vraiment important de spécifiquement identifier de quoi est-ce qu'on souffre en tant que femme et en tant que noire. J'en ai parlé, la misogynie noire, mais il y a aussi l'animalisation des femmes noires. Il y a la discrimination à l'embauche, évidemment. Voilà, you name it, la liste est longue. Et c'est vraiment ce sur quoi vraiment je voudrais t'appuyer. Voilà, appuyer, déconstruire, aller au bout des choses et exposer. Alors, Kavena, comment tu te situes par rapport à ce combat ? Mon rôle face à ce combat, c'est vraiment un rôle d'allié, faire en sorte que les femmes puissent, on va dire, porter leur parole vers d'autres sphères. Parce qu'en tant qu'homme, j'ai la possibilité d'être écouté. Et donc, mon rôle, ce sera de faire en sorte que je porte la voix des femmes. Écoutez-moi, vous tous, cette femme a quelque chose à dire. Je vois, pour moi, mon rôle, il est plus ou moins là. Le rôle, en tout cas, des hommes. Est-ce que tu sais nous donner la définition d'allié ?
Un allié, c'est, pour moi, le mot dit tout, tu vois. Pour moi, un allié, c'est vraiment une personne qui aide une cause. C'est une personne qui peut pas se dire faire partie de la cause. Après, ça dépend de allié de quoi. Parce que, par exemple, pour moi, allié du féminisme, si t'es un homme, ça dépend de la femme avec qui tu parles et tu discutes. Pour une femme, tu es un allié, et pour une autre femme, tu es juste féministe ou quelque chose comme ça. Donc, il y a autant de féministes qu'il y a de femmes, ou il y a autant de femmes qu'il y a de féministes. Je me rappelle plus de la phrase exacte. Et aussi, mais voilà. Pour rajouter l'aspect important d'alliés, le truc, c'est que souvent, les alliés, ce sont des personnes privilégiées par rapport à une cause. Donc oui, toi, tu es privilégié par rapport à ton sexe, le fait que tu sois un homme. Et donc, c'est pour ça que ça te permet d'être un allié et non un féministe à part entière. Que penses-tu des alliés, Aurélie? Alors, dans mon cas, je pense que vous avez trouvé une afroféministe un peu extrême, parce que je ne suis pas complètement en lien avec la notion d'allié. Ou du moins, c'est pas en fait pour moi un élément essentiel de ma lutte, dans le sens où je trouve que le positionnement d'allié, pour certains, c'est comme une sorte de badge. Ils s'estiment être alliés, ils pensent être déconstruits, alors que pourtant il y a quelque chose qui est de l'ordre de la formation continue. En fait, il faut toujours être à l'écoute. Et je vais faire un parallèle plutôt avec ma lutte antiraciste. Le peuple noir en général, que ce soit dans les Caraïbes ou en Afrique, c'est un peuple qui a été oppressé, on le sait bien, qui a été vendu, qui a été esclavagisé. Donc pour ça, il a fallu le déshumaniser. À l'heure où on se trouve actuellement, par exemple, je commence à avoir du mal à me positionner comme décoloniale, parce qu'on se positionne toujours par rapport au cadre qu'un colon a imposé, même si c'est il y a longtemps. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est la réhumanisation. C'est travailler sur la confiance en soi des personnes noires, sur leurs compétences, sur leurs capacités. J'ai du mal avec l'idée qu'une personne blanche viennent dans ce processus de réhumanisation qui se concentre sur la blackness, même si je n'aime pas du tout cet anglicisme, mais sur l'identité noire de la personne. Qu'un homme vienne essayer de porter la parole féministe, etc. Parce qu'il y a un moment où ça va rentrer en opposition, en fait, avec qui il est, à partir du moment où il va perdre des privilèges. Donc, trop compter, en fait, sur la volonté de l'autre, la bienveillance de l'autre, je pense que c'est le meilleur moyen de s'exposer, de risquer de se mettre en danger. C'est vraiment une lutte que je veux prendre à bras-le-corps, dont je veux m'emparer, et c'est ça qui donne le pouvoir, qui est empowering, je sais pas très bien comment on peut le dire en français, qui est empuissant, enfin, qui est de l'ordre de l'empuissancement, de l'empouvoirment. Ah là là. Pour moi, en fait, un allié, c'est quelqu'un déjà de qui se tait, qui écoute, qui donne de l'argent, par exemple. Alors là, à ce niveau-là, oui, on est d'accord. Parce que, je suis parfaitement d'accord avec toi quand tu dis que, souvent, il y a des gars qui viennent, qui se disent alliés pour avoir justement le badge de, regardez, je suis féministe, etc. Alors que, non, gars, si tu te dis être féministe, c'est, ok, tu peux te dire être féministe, tu peux te dire être allié, mais comme tu l'as dit, ton but premier, c'est te taire, parler quand on te demande, ou agir quand on te demande d'agir. Oui, mais c'est aussi ça, tu vois, le agir quand on te demande d'agir. Parce que tu peux pousser la voix d'une femme noire, mais si elle a pas besoin, tu la laisses, tu vois. Si jamais elle a besoin, tu peux être là. Et donc, moi, je me positionne comme ça. C'est vraiment juste le gars derrière dans l'ombre. Voilà, c'est vraiment l'ombre. Oh, dès qu'on a besoin de moi, ok. Et aussi, si je peux encore une fois parler de moi, ce que je fais, moi, généralement, je suis poète. Et donc, pour moi, le meilleur moyen d'affirmer, parce que je me dis pas encore afroféministe, je le dis, je suis pas encore, je me laisse une marge. Je lis quelques livres et quand j'aurai lu ces livres-là, je me dirai féministe ou pas. Ouf, on verra. En tout cas, en tant que poète, le meilleur moyen que j'ai pour aider les femmes noires, c'est l'embellir. Voilà, tout simplement. Parce qu'on passe notre temps à critiquer les femmes noires. Et je dis bien on, dans le sens où nous, les hommes noirs, hommes je ne sais pas quoi, nous les hommes, on passe notre temps à critiquer les femmes. Les hommes noirs souvent critiquent trop souvent les femmes noires. Et moi, en tant que poète, mon rôle, c'est jeter des fleurs, leur dire à quel point elles sont X et Y et W. Voilà. En entendant ton discours que je partage totalement, la plupart du temps, les personnes doivent te dire tu es contre les hommes, tu es contre les personnes blanches. Alors, comment toi, tu te positionnes par rapport à ces répliques, je dirais même ces attaques? Alors moi, il y a une phrase que je répète souvent, c'est j'ai des amis. Non, c'est pas vrai, c'est pas j'ai des amis blancs. Non, moi ce que je tiens à dire, c'est que je me bats pas contre des personnes, je me bats contre des systèmes. Donc je me bats pas contre les personnes blanches, je me bats contre le fait que des sciences qui viennent d'ailleurs sont invisibilisées. Je me bats contre le fait que des artistes d'ailleurs n'aient pas les mêmes opportunités que les artistes blancs, par exemple. Enfin, moi, c'est vraiment contre un système de domination, un système d'oppression, un système de dénigrement que je me bats. Je me bats pas contre les hommes.
hommes, mais je me bats contre le fait que lorsqu'on va à des conférences, la plupart du temps, s'il y a une femme dans le panel, tout le monde est content. Alors qu'en fait, si ça se trouve, elle est bien plus pertinente que toutes les personnes qui sont assises là. Et si ça se trouve pas, si ça se trouve, elle est médiocre, mais je me bats aussi pour ce droit à la médiocrité, par exemple. Je me bats parce que, en fait, on dit toujours aux personnes noires qu'il va falloir travailler 2 fois plus pour avoir 2 fois moins que ce que d'autres ont. Black et en fait, non. C'est un système. Donc, je me bats pas contre la personne blanche qui va avoir 2 fois plus parce qu'elle n'a pas demandé. Elle est née au bon endroit, au bon moment, avec la bonne couleur de peau et elle n'y peut rien. Elle n'est pas volontairement, je pense, dans la plupart des cas, ces personnes ne sont pas acteurs de ça, mais en tout cas, ils sont bénéficiaires. Et s'il y a des bénéficiaires, il y a des personnes qui sont lésées. Et moi, c'est ça, en fait, qui me pose problème, c'est qu'on n'est pas égalitaire. Donc, c'est pas contre des personnes que je me bats, mais c'est vraiment contre des constructions sociales, contre des représentations qui sont mises en place, contre des idées reçues, contre des stéréotypes, mais clairement pas contre Marceline ou contre Gérard. Enfin, c'est... Ils m'ont rien fait. Tant qu'ils ne sont pas venus m'insulter et chercher mon adresse, dans l'absolu, voilà. Justement, tu parles de venir chercher ton adresse et tout. C'est vrai que maintenant, à notre ère, c'est les réseaux sociaux. Et qui dit réseaux sociaux dit aussi tout ce qui est harcèlement. Alors, quel serait le risque pour toi sur les réseaux sociaux de s'affirmer en tant qu'afrofemme ? Alors, le harcèlement en ligne, c'est une réalité que j'ai goûtée, puisqu'en juin 2019, j'ai été cyberharcelée par un lâche, parce qu'on n'a jamais vu sa tête, on n'a jamais vu son nom. Après m'avoir insulté, il est parti contacter ma famille, mes amis, mes collègues aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que déjà de base, en fait, en tant que femme, on nous apprend à nous taire. Et donc, ouvrir sa bouche en tant que femme, c'est pas très bien vu. En tant que personne racisée, on nous pousse à nous taire, à être discret, à nous diminuer pour ne pas mettre mal à l'aise. Pas de bol, moi, c'est les deux. Je suis une femme et je suis racisée. J'ai ouvert ma bouche. Donc voilà. Ça va avec des avantages, des inconvénients. Les inconvénients sont plus nombreux que les avantages, si je puis me permettre. Et en fait, suite à cette affaire, avec d'autres militantes afroféministes, on a mis en place un atelier qui s'appelait Sexisme et harcèlement en milieu culturel et militant. On s'est rendu compte que vraiment, en tant que militante, en tant que personne qui décide de reprendre sa narration, de se la réapproprier, on s'expose et c'est très très violent. Et en même temps, c'est normal parce qu'on est face à des personnes qui vivent dans un monde qui est en train de mourir. Ils vivent dans un monde qui est en déclin, ils voient que leurs privilèges leur échappent, ils voient que leur racisme est exposé, ils voient que leur sexisme est exposé. Ce sont parfois, pour certains, pas des bonnes personnes. Il y a une sorte, je pense, de conflit interne qui fait que le seul moyen de s'en sortir, c'est de l'attaque. Mais ils peuvent m'attaquer comme ils veulent parce que je suis droite dans mes bottes et je pense que la plupart des militantes aussi. On sait pourquoi on se bat, on sait que la cause est juste et qu'en fait, personne n'est plus expert de nos vies que nous-mêmes. Et donc, personne n'a à nous dire comment est-ce qu'on doit se plaindre ou pas. Donc, clairement, ça arrive, mais c'est pas ça qui nous arrêtera, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu penses, Kavena ? Déjà, de base, je trouve ça très triste. Et si je suis un homme noir et donc j'ai l'habitude de voir, d'entendre sur les réseaux ou dans mon entourage des gars commencer à dire ouais, moi et l'ego, les femmes noires, jamais, non, t'es fou, jamais je vais sortir avec ma sœur. Tu vois, ils disent, ouais, je sors pas avec une femme noire parce que c'est comme ma sœur. Ou alors, sur les réseaux sociaux, ils hésitent pas à partager des vidéos, ils font des TikTok où ils disent, femme blanche, ok, femme noire, je n'aime pas, tu vois. Tout ça, non. Donc là, c'est vrai qu'avec l'ère des réseaux sociaux, on a parlé de faits contemporains alors qu'il y a eu quand même un travail au préalable. Est-ce que vous connaissez des actions ou alors des faits historiques afroféministes congolais ou non, Aurélie ? Alors, moi de nom, j'avais entendu parler il y a quelque temps de la Zaïroise et ses sœurs qui avait été fondée en 1985. Après, au-delà de ça, je dois avouer que je suis pas très au fait de ce qui a pu être fait avant. J'ai entendu parler aussi de la FIREFEC, qui est donc le Forum interrégional des femmes congolaises pour le développement international. J'ai découvert ce mouvement très récemment. Donc, non, malheureusement, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à se pencher sur ce qui a été fait avant, parce que clairement, si on en est là où on est aujourd'hui, c'est que d'autres femmes ont pavé le chemin et ont fait un boulot de fou pour débroussailler un petit peu la route, et que c'est en fait un devoir, je pense, en tant que militante, de reconnaître ce qui a été fait avant. Mais en toute honnêteté, je dois humblement avouer que malheureusement, je ne suis pas assez au fait des actions qui ont été posées précédemment. À ton avis, pourquoi tu n'es pas vraiment au courant de ce qui s'est passé avant ? Après, t'as parlé des réseaux sociaux et je pense que avec les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger. On apprend beaucoup, il y a aussi beaucoup de choses qui vont très vite. Donc parfois, on se réveille et on se rend compte qu'il y a 46 théories qu'on n'a pas enregistrées. Il y a des bouquins qui sont sortis, on se dit vite, je veux lire tel bouquin. On écoute des podcasts et en fait, on est sur une sorte de frénésie. On avance sans prendre le temps en fait de mettre pause et de se dire mais d'où on vient ?
on est souvent dans la réaction. Un scandale, un autre scandale. On rebondit, on réagit sans se dire, mais en fait, quelle est la racine même du combat qu'on a tendance à prendre les choses pour acquises, à se dire c'est fini, c'est passé, alors qu'en vérité, ça peut vraiment être des magnifiques sources d'inspiration. Donc, il y a certainement des écrits qui ont été faits par des femmes congolaises, que ce soit, et je parle pas particulièrement de livres, ça peut être des blogs, ça peut être des communiqués de presse, ça peut être aussi des interviews tout simplement, mais on va plutôt avoir tendance à être vers quelque chose de plus contemporain, en oubliant que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est un continuum. Voilà. Pourquoi exactement? Je sais pas. Je pense qu'on est dans une génération tout de suite où on prend ce qui est là et qu'on n'a pas trop tendance à aller voir ce qui s'est fait derrière. Est-ce qu'on peut épouser les traditions congolaises tout en revendiquant son afroféminisme? Kavena? Je pense que oui, on peut. Mais si on le fait, il faut savoir alors certaines choses qui est dites de la tradition congolaise qu'on ne fera pas forcément. Parce que le problème avec les traditions, c'est que dans les traditions, il y a tout ce qui est préjugé, prérequis, et j'en passe. L'afroféminisme, pour moi, je pense, c'est avant tout une histoire d'émancipation. Tu vois, donc tu peux épouser les traditions congolaises, mais tu les épouseras pas à 100%. Tu vois, moi je dis, c'est ça. Il faut un mix. Voilà, exactement. Et toi, Aurélie? Bon, j'ai pas parlé de mon background, mais je suis donc d'origine congolaise, mais je suis née, j'ai grandi ici en Belgique. Et je suis retournée pour la première fois en 25 ans à Kinshasa l'été dernier. Donc voilà, on peut pas dire que je sois une quinoise pur jus. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis belge et je suis féministe. Et il y a des choses de la culture belge que j'accepte, que je revendique, et des choses que je réfute, en fait. Dont le sexisme, parce que le sexisme est aussi prégnant, en fait, dans la culture occidentale. Et penser que les cultures africaines sont essentiellement sexistes, c'est vrai, mais c'est faux aussi, en fait. On est sur un mélange de deux. Donc, si par rapport à ma culture belge, il y a des choses que je réfute et des choses que j'embrasse, c'est la même chose pour ma culture congolaise, en fait. Il y a des choses que je réfute, des choses que j'embrasse. Il y a des choses qui sont vues comme rétrogrades. Tout dépend de l'interprétation des choses qu'on a. Après, il y avait un hashtag qui avait beaucoup circulé, c'était Vraie femme africaine, qui disait « Serre ton cœur quand ton mari te bat » ou quand il revient, lave-lui les pieds avec de l'eau et du citron avant de le servir, etc. Clairement, enfin, si déjà on a ce genre de stéréotype en tête, je comprends qu'alors certaines personnes soient dans une affirmation d'un refus total des traditions congolaises, africaines ou kassaïennes dans mon cas, ou que sais-je. Mais voilà, je pense que pour tout, il faut être en lien avec ces valeurs qui sont les valeurs qui nous sont propres. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a un starting pack de valeurs qu'on va exploiter à fond. C'est pas parce qu'on est congolaise qu'on a un starting pack de valeurs sur lequel on va se calquer à 200%. Et voilà, je pense qu'en tant qu'humain, voilà, il faut être modéré, il faut être tolérant, il faut être bienveillant aussi et pas juste tout boire, mais il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, pour clarifier la chose, le hashtag Vraie femme africaine était de l'autodérision. C'était un moyen pour nous montrer les stéréotypes absurdes sur les femmes africaines. L'afroféminisme, tout comme les autres types de féminisme, sont légitimes et doivent exister. Dans une société où il n'est prudent pour une fille de sortir le soir, c'est tout un système qu'il faut remettre en cause. Et comme hier, avec nos mamans qui ont ouvert la voie à leur niveau, nous, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous pouvons porter le combat encore plus loin, mais surtout ensemble. Pour cet épisode, j'étais avec Kavena, poète, Aurélie, militante afroféministe et antiraciste. Retrouvez les épisodes sur Ovio, sur les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube de Tarmac.